Coucou tout le monde! Je suis en train de taguer, je vais voir si elle est connectée. J'espère que vous allez bien. Ah là, elle est là, je l'ai vue. Non, c'est pas elle. Alors je vais attendre que Tiffany se connecte. J'espère que vous allez tous bien. Elle est là. Salut! Ah, salut, ça c'est cool, ça s'est connecté. Ah ouais, ouais, je me suis dit, je guette pour pas rater la connexion. Ah, super. Bah oui, parce que des fois ça marche pas, tu sais, même en étant en France, hein. Donc Ah, je me c'est suis dit, on la. sait jamais. Ah, c'est génial. Ouais, carrément. Bah, écoute, je suis ravie de t'avoir, Tiffany. C'est trop touchant. Enfin, Ah bah, d'autant merci. plus que, d'autant plus que je sais pas à combien de kilomètres tu es. 8000, 8000. Ah, énorme, hein. Ah, bah, Ah, t'imagines. Donc, c'est trop, trop bien. Donc, je suis ravie que tu sois là. On va peut-être attendre encore une petite minute. Après, on commencera. Coucou tout le ça monde. marche. Bonsoir tout le monde. Ouais, avec le Donc, il y a décalage et personne. tout, ça Bah fait oui, bizarre. Il est ça m'a 14h30 trop. chez moi. Ah, il est 14h30. D'accord. Bah oui, Ouais, c'est encore un peu la sieste et tout ça. c'est ça. On est bien décalé. Ah ouais, Ici, ouais, c'est chez la course au repas, tout ça. Mais bon, nous. ça marche. Je pense qu'ils vont pouvoir arriver. Et donc, ça va là-bas, niveau temps, tout ça? Vous êtes, c'est quelle saison? Bah, nous, là, enfin, les saisons sont un petit peu chamboulées, hein. Avant, on distinguait bien saison sèche, saison des pluies. Bon, normalement, on est en saison de pluie et il y a toujours une Ah, petite ok. pluie qui arrive sur les coups de 15 heures, comme ça. Mais sinon, il fait bon. Un petit peu confiné, D'accord. hein. Enfin, pas confiné, mais on a un couvre-feu du coup en Guyane parce que ben, les cas sont toujours en augmentation. Mais ça Ah, va, ok. sinon. Ouais, 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 D'accord. Ah oui, donc vous pouvez pas rester dehors jusqu'à une certaine heure. Il n'y a pas de ouais. restaurant, tout ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Comme on est à côté du Brésil et du coup que le Brésil, les cas sont vraiment en Ah, ouais. augmentation. C'est pour ça. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est quelque Bon, chose. bon, c'est clair. Oh, ok. Alors, je vais commencer. Souvent, je propose une citation aux invités. Et D'accord. je te laisse discuter autour de la citation. Et ensuite, on va pouvoir se présenter à la fois toi et moi, comme le live va rester disponible pour que voilà, les mamans puissent se revoir quand elles souhaitent ou d'autres personnes. Il n'y a absolument pas de souci. Donc, je D'accord. te lis ta petite citation. Donc, Hmm. Tiffany. Chaque matin est une naissance qu'il faut découvrir et aimer. Chaque matin est une naissance qu'il faut découvrir et aimer. C'est Roger Fournier qui a écrit cette citation. Est-ce que ça te parle? Chaque jour est une naissance. Ben, moi, je le comprends dans le sens que tous les jours, je pense qu'on change, on évolue. Je comprends la naissance dans ce sens-là. Et puis, vu qu'on parle naissance, ça me fait penser à l'enfant. Du coup, chaque jour aussi, on voit comment l'enfant se transforme. Donc, ouais, moi, ça me fait penser à ça. Je sais pas si c'est la C'est bonne ça. réponse. Oui, c'était ça. C'était pour comme on allait justement parler des besoins du bébé et que en fait le matin tu peux te réveiller et te rendre compte que mince, enfin c'est pas comme hier, ça a changé Mhm, c'est clair. et je Mhm. trouvais par rapport à ton compte et à tout ce que tu partages et puis ce côté de l'allaitement qui est aussi un matin il va manger voilà on va être Ouais, content il ouais, va ouais. avoir une bonne selle l'autre matin mais qu'est-ce qui s'est passé donc Exactement, ouais, c'est ça. voilà Ah ouais, très belle donc je trouve citation, hein. ouais, tu vois donc je me suis dit j'ai trouvé la citation de Tiffany et j'ai trouvé Ah celle-là ouais, je me suis dit ça t'allait bien donc voilà bah, génial. je vais Tu vas pouvoir te présenter. Donc, ceux et celles qui ont des questions, vous allez pouvoir les poser. Il y a un petit point d'interrogation. Sinon, non, on va faire le live. Si ça vient, c'est bien. Et puis, il y aura des questions que vous allez pouvoir poser aussi après, quand on aura laissé le live disponible. Voilà, je te laisse te présenter, Tiffany. D'accord. Alors, je m'appelle Tiffany, j'ai 29 ans, je suis puéricultrice depuis 2015. Donc, je vis en Guyane depuis 4 ans, mais sinon, j'ai toujours vécu en région parisienne. J'ai fait mes études d'infirmière à Paris.
ma spécialisation de puéricultrice aussi à Paris. Ok. Et directement en 2016, je suis venue en Guyane, où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en néonat. Et ensuite, à la naissance de ma fille, j'ai pris un congé parental. Et puis là, depuis 6 mois, je suis à la PMI. J'ai souhaité, pour ma vie familiale, avoir des horaires, on va dire, enfin, des meilleurs horaires. Et je suis en PMI où ça me plaît énormément. Il y a beaucoup, on a vraiment des missions variées, que ce soit protection de l'enfance, que ce soit éducation, allaitement, enfin plein de choses. Et l'expérience en néonat me sert vraiment. Donc aujourd'hui, je suis Ouais. vraiment, ouais, vraiment épanouie dans mon métier de puéricultrice en Guyane. Et puis surtout que c'est une population assez particulière, c'est pas la même chose. Donc tous les jours, j'allais dire c'est une naissance, comme tu m'as dit, parce que on a notre petit carré de l'école, etc. Mais quand tu arrives en Guyane, tu es obligé d'inventer des choses parce que il y a parfois une certaine précarité, on t'apprend pas forcément à prendre en charge les gens en situation précaire, qui n'ont pas les premières nécessités. Et toi, tu dois néanmoins, en tant que puéricultrice, les accompagner. Donc, ouais, tous Ouais. les jours, j'apprends et ça me plaît beaucoup. Donc, voilà à peu près mon petit parcours. Super. Donc pour ceux et celles qui me connaissent pas, moi je suis Nina, je suis, enfin vous savez aussi le compte pour vous voir tout ce que je fais. Je suis sage-femme et j'ai travaillé aussi en soins intensifs néonatal parce que quand j'ai été diplômée, j'ai pas pu trouver tout de suite. Je voulais partir, donc j'ai pas postulé. Je voulais partir au Mhm. Canada et donc j'ai galéré pour trouver du travail et j'ai remplacé comme infirmière puéricultrice en néonatologie pendant 4 mois. Donc c'était une expérience assez intense puisque ça m'a Ah permis oui. aussi moi de, quand j'ai basculé dans mon métier après, de me rendre compte du après justement, de se dire que finalement on est souvent nous là à la naissance et que après il y a tellement de choses qui se passent et Ah je ouais, trouve ça justement passionnant et très complémentaire le métier de puéricultrice. Et voilà, je fais plein de médecines alternatives, du yoga, j'ai 7 ans de formation dessus, enfin de ouais. l'acupuncture, plein de choses, de la micronutrition. Donc c'est toujours aussi un plaisir d'accompagner les personnes. Alors, est-ce que tu souhaites qu'on découpe le nouveau-né, enfin le découper, on va pas le découper, mais ta période de vie, parce que du Ouais, coup je ouais, dis ça, ouais. je dis mince, pour pouvoir en parler, que ce soit un Ouais. petit peu plus fluide Oui, oui. avec les phases. Je sais que tu avais fait un post sur la prématurité et je trouve Mhm. qu'on en parle très très peu. Ouais. Si on peut peut-être commencer, tu vois, à parler de ce nouveau-né. Je vois qu'on se moque de moi parce que j'ai dit découper, mais Ah c'est oui. pas Jeanne. Tu découpes les enfants. Oh là là, ça y est, Voilà, de faire beaucoup de studio là. Tu découpes, tu découpes. ça va pas du tout. Et, voilà, donc on peut parler, échanger dessus. Je pense que ça pourrait vraiment aider les mamans, comme tu en plus travaillé là. Moi, j'ai une petite Ouais. expérience, mais Oui, oui, euh, oui. on donc voilà, Alors, je te laisse. d'accord. Ben, c'est vrai qu'en ce moment, sur mon compte, je parle de la prématurité parce que pour moi, c'est vraiment, on en entend parler, mais vraiment savoir vraiment ce que ça implique. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. On vit dans un pays où c'est très technique, donc on se dit, bah, de toute façon, la médecine va faire, l'enfant, il va se développer, etc. Et moi, en fait, j'ai voulu parler de cette période parce que c'est quand même très dur pour les parents, hein. Dès qu'on a ce test de grossesse positif, on s'imagine un enfant, on s'imagine être parent, voilà, d'un enfant qui va naître à terme, qui, nous, on va le porter tout de suite, on va lui changer les couches. Et là, bah, l'enfant, il naît, on est totalement sidéré parce qu'il est branché de partout. Au moindre toucher, il peut faire une Oui, désaturation, bref, il peut et exactement. c'est ça, c'est très dur pour les parents de rentrer dans leur rôle. Et puis, selon le degré de la prématurité, ils vont se dire, bah, je m'attache pas. Enfin, c'est un positionnement qui est très difficile. L'enfant, il est très fragile. Et puis aussi, à l'extérieur, ils peuvent avoir des remarques en leur disant, t'attaches pas trop, ton enfant, il est comme ci, cela. Donc, c'est très dur pour les parents. Et du coup, je voulais vraiment parler de ce sujet-là. Déjà pour leur donner la parole, hein, aux enfants, aux parents d'enfants prématurés, et aussi que les gens puissent réaliser qu'en fait que c'est une naissance qui marque à vie. Je pense que
Ces Oui. parents-là, toute Oui. leur vie, vont se rappeler de ça. Et il y a l'autre sens aussi où il y a des enfants malheureusement prématurés qui sont un peu les petites bêtes noires dans le sens où le parent va dire, bah, de toute façon, toi, depuis ta naissance, tu nous crées que des problèmes. Donc, nous, on a vraiment un rôle par rapport au soutien à la parentalité, de les encourager, de leur dire, bah, voilà, votre enfant, il est né plus tôt, mais on peut vous aider pour faire ci, on peut faire ça. Et aussi les faire déculpabiliser parce qu'il y a des raisons qui n'expliquent pas la prématurité. C'est vrai qu'on Oui, sait tout à fait. expliquer certaines causes, mais il y a d'autres causes, on ne sait vraiment pas pourquoi la mère accouche prématurément. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de la prématurité pour un peu que voilà, les mamans puissent se dire que bah, voilà, on va les accompagner, qu'elles ne sont pas coupables et que voilà, qu'elles puissent s'exprimer, voilà, tout simplement. Mm. Et puis, c'est des enfants qui ont une alimentation assez particulière parce que c'est vrai que Mm. lorsqu'ils sont sous oxygène, tout ça, on va vraiment faire attention à ce qu'on apporte parce qu'on va essayer d'éviter tout ce qui est fausse route parce qu'on sait que l'alimentation, enfin la digestion consomme énormément d'énergie et que tous ces Exactement. enfants prématurés, en fait, moi je voyais souvent leur donner enfin des petites seringues de café pour Oui. justement leur permettre d'avoir un peu plus d'énergie digestive en fait. Donc Ouais, ouais, ouais. c'est 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 une période. particulier. C'est très particulier, je pense. Et le, le- les protocoles, le rythme médical, c'est ça qui rythme un peu leur vie. Toutes les Oui. 3 heures, des soins, etc. Et cet environnement bruyant, parce que c'est vrai que Oui. quand ils rentrent à la maison, moi j'ai déjà vu quand je faisais des stages justement, quand j'étais encore en France, là, hexagonale, une maman qui nous disait que bah, ses jumeaux, ils dormaient pas. Et la Mm, puéricultrice lui a dit de mettre une petite radio et ça a été mais magique. Et en fait, ils ont mm. tellement été habitués dans des semaines à entendre le bruit à chaque fois que le calme, c'était bizarre pour eux. Donc, c'est des enfants Oui. qui vont garder des séquelles plus tard et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien les suivre, avertir les parents que peut-être au niveau de l'école, il y aura des troubles de l'attention, hyperactifs. Mm. C'est pour ça que je trouvais ça super important que les gens puissent le savoir. Comme ça évite aussi de stigmatiser le Oui. prématuré, quoi. Mm. Oui, oui, c'est sûr. C'est vrai qu'ils ont à la fois cette fragilité et surtout une hypersensibilité auditive Ouais, parce qu'on ne peut pas ouais. les surveiller autrement. Et moi, je sais que souvent, je conseillais aux parents de ramener quand ça allait, parce que c'est des phases. Quand ils sont beaucoup Oui, branchés, on peut pas débrancher, c'est pas possible. Mais souvent, ouais. quand j'avais des parents qui jouaient à de la musique ou une maman, en fait, je leur proposais d'enregistrer leur voix et de laisser Ça justement fait- s'ils avaient un babyphone, tu vois. Pour qu'ils entendent autre chose que ces bruits, parce c'est ça. que le retour à la maison est souvent, ça, au final, ils s'habituent à ça, ça les rassure, et Oui. donc le retour à la maison est, comme tu dis, plus compliqué. Donc toi, en PMI, les enfants prématurés, est-ce que tu les suis quand ils sont sortis de ce séjour? Est-ce que tu les as en PMI? Est-ce que vous avez justement des soins que vous donnez? Parce que souvent à l'hôpital, ils sont hyper accompagnés. Moi, je vois ici, enfin, c'est très très spécifié. Même les quantités alimentaires sont super vérifiées. Ils ont des apports aussi en huile, tout ça. Mais Mhm. quand ils sortent, c'est souvent le relais. Une fois de plus, on se retrouve comme en maternité. La maman, elle sort. Et c'est souvent le relais, en fait, qui devient un peu moins, enfin, Ouais. plus compliqué. Et en France, on n'a pas beaucoup d'infirmières puéricultrices libérales. Je trouve que c'est quelque Ah chose ouais, qui c'est devrait vrai. se démo. Voilà, tu vois. Donc, je sais pas comment ça se passe par chez vous quand ces enfants sortent. Alors, en fait, dès qu'il y a un enfant qui naît prématurément, alors je pense que c'est organisé comme ça en Guyane, je ne sais pas ailleurs, mais nous, on a un mail, hein, parce que en fait, à Saint-Laurent-du-Maroni, on n'a pas de réanimation. C'est-à-dire que chaque enfant qui aura besoin de réanimation va aller à Cayenne. C'est là-bas qu'il y a la Hmm, maternité de type 3. Nous, on est un 2B. Donc, pendant 48 heures, on peut faire des soins de réa. Mais sinon, il va aller à Cayenne. Toute naissance prématurée, on est informé, la PMI, c'est-à-dire qu'on a un message, tel ouais. enfant né à telle semaine, etc., etc. Et la dame nous informe du suivi. Et nous, par exemple, si un enfant, par exemple, de 28 semaines est né à Cayenne, on va voir sa fiche. Nous, on va à peu près calculer, bon, il La sera né sortie. telle date. Ensuite, la dame nous dit, bah, cet enfant est revenu sur Saint-Laurent. Et puis ensuite, bah, nous, comme on va souvent à l'hôpital, on va leur demander, est-ce que cet enfant est toujours chez vous? Comment ça se passe? Les parents, est-ce qu'ils viennent ou quoi? Et puis, on s'informe un petit peu.
Et ensuite, il y a un moment, on va retourner à l'hôpital, ils vont dire, ah, bah, il est rentré à domicile. Et à ce Mhm. moment-là, bah, nous, on va aller à la maison, voir l'enfant, leur dire, bah, écoutez, on vous propose un suivi PMI, si vous n'avez pas de médecin traitant ou autre. On vérifie aussi que les parents, ils aient tous leurs rendez-vous, que ce soit chez l'ophtalmo, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour le suivi prématuré. Ouais. Et bah, c'est comme ça, en fait, ça suit. C'est quand même très bien. Il y a un très bon protocole. On a suivi le Ouais, réseau c'est comme Conac. ici. Ouais, ouais. Ouais, tout Donc, à fait. franchement, c'est bien suivi. Après, c'est les parents, s'ils continuent la prise en charge ou pas. Mais on est au courant de toutes les naissances prématurées et du coup, on essaye de les couvrir au maximum avec un carnet vaccinal spécial pour les prématurés. Mais sinon, ouais, c'est très bien suivi. Mm. Et du D'accord, coup, ça m'aide. super. Ça m'aide du coup d'avoir travaillé en néonat parce que je fais tout de suite les liens. Ouais. Si je demande à la maman qu'est-ce qu'elle donne, elle ne sait plus trop. Ah, je donne un comprimé jaune. Je lui dis quel jour. Elle me dit ah, lundi, mercredi, vendredi. Donc je sais que c'est la foldine. Donc je dis ah, bah c'est très bien. Mhm. Donc, et j'arrive à faire l'éducation pour savoir si elle a bien compris jusqu'à quand elle doit donner les traitements. Donc, ouais, ça. Exactement. Mhm. D'accord. Donc c'est la même organisation quasi qu'ici en fait. Donc ça c'est Ouais, plutôt pas mal. Ok, ah, ça super. marche. Et donc là, ça c'est le prématuré, donc on sait, voilà, il y a le suivi qui est établi. Les besoins du nouveau-né classique, est-ce que, enfin, comment est-ce que toi tu abordes ça par rapport, enfin, aux parents? Et est-ce que vous avez une quantification? Comment ça se passe en fait en tant que puricultrice quand tu prends en charge un nouveau-né, voilà, qui là, il est en bonne santé, on va Non, dire. pas bien. Euh, Bah, par exemple, pour un premier contact, je vais demander comment ça se passe avec l'enfant à la maison. Je vais leur demander un petit peu au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'elle donne, si c'est le sein, si c'est le biberon. Si c'est le biberon, je demande comment elle fait les biberons, parce on a remarqué qu'ici, il y a vraiment une préparation qui n'est pas bien faite des biberons, hein. Parfois, elles mettent trop de cuillères de lait ou pas assez. On leur demande, on observe un peu les interactions, on lui demande est-ce qu'elle lui parle. On fait toujours une petite prévention, hein, au niveau du bébé secoué, hein. On leur dit est-ce que vous savez ouais. comment secouer le bébé. On demande le couchage. Je leur demande alors est-ce qu'il regarde la télé. Ah oui, oui, il aime bien. Je dis non, madame, c'est pas bon. Ou le portable. Enfin, on essaie un peu de poser ça. On demande si elle a eu sa consultation postnatale avec une sage-femme ou avec le gynéco. On essaie de voir un peu les besoins du bébé. On regarde son état cutané, s'il n'a pas de Mm. boutons, la bouche, s'il n'a pas de frein de langue. Enfin, on regarde un petit peu comment est l'enfant. Et ensuite, selon son âge, on a un petit tapis d'examen. Et puis, je regarde au niveau de son développement psychomoteur, ce qu'il sait faire. Mm. Donc, est-ce que je vois il suit des yeux? Est-ce qu'il tourne la tête à 2 mois? Enfin, en fonction de l'âge, je vais regarder s'il a acquis certaines compétences. Et Mhm. puis, je regarde aussi s'il n'a pas la tête plate. Enfin, je regarde vraiment un peu tout. Et en fonction de ce elle va me dire, ben à chaque rendez-vous, on va planifier, on va planifier ce qu'on va faire. Et par exemple, si là j'ai un bébé qui ne prend pas de poids, je vais essayer de le revoir plus souvent. Si je Mm. sais que le prochain rendez-vous, ça va être un rendez-vous pour la diversification. Enfin, je planifie en fait à chaque fois ce que je vais faire. Et puis en général, ça se passe bien avec les mamans. Donc, c'est un peu Mm. comme ça que j'aborde le bébé qui va bien. D'accord. Et effectivement, nous aussi, les dosages pour le biberon, c'est compliqué. Souvent, on Ah pense que oui, c'est ah ouais, compris. Oui. d'accord. Non, c'est pas évident. C'est pas toute la. Enfin, c'est. Au final, l'accouchement, la naissance, ça chamboule et des fois, les mamans, elles perdent, savent plus. Ouais, ouais, Et ouais. quand j'étais en hospitalisation à domicile, effectivement, il fallait refaire la Oui, la rééducation chadée, ouais. à la CHD, le dosage alimentaire, parce que souvent en maternité, c'était déjà tout préparé Oui, dans ouais, les ouais, petits. une Voilà. oreille, ouais, ouais, ouais. Donc les nourettes, c'était assez complexe. Donc dans l'examen de cet enfant que tu vas voir, en tant que puéricultrice, est-ce que tu vas, en fonction des besoins, tu vas les déterminer donc alimentaires, parce que Ouais. si une maman allait, effectivement, c'est pas la même chose qu'une maman qui n'est pas en train d'allaiter. Est-ce que Mhm. tu vas essayer de soit quantifier, comment est-ce que tu abordes justement les apports avec la maman, les parents?
Par rapport à l'allaitement, c'est ça? Ou Par par rapport... rapport à un enfant non allaité. Là, on est sur, comment on parlait du biberon, on est sur un enfant non allaité. Est-ce que tu as vraiment, comment tu abordes la quantification alimentaire avec eux? Est-ce que c'est par rapport au poids du bébé? Est-ce que tu vas justement vérifier ce qu'il donne en quantité? Comment est-ce que tu travailles Alors, en fonction de l'âge, c'est vrai qu'on a certains repères. On a une feuille où on voit en moyenne ce qu'un enfant devrait prendre en fonction de son âge. Après, à force, on commence à hmm. connaître. Après, on voit aussi le gabarit de l'enfant. Donc, on a juste, c'est vrai qu'un enfant qui est assez costaud, on voit qu'il tolère bien. Si on voit que la quantité qu'elle donne, elle n'est pas énormissime, on va laisser. On va lui dire, mais on va, s'il y a quelque chose qui nous étonne, on va chercher des signes. Est-ce qu'il n'y a pas, l'enfant il n'a pas de reflux? Est-ce qu'il ne regurgite pas beaucoup? On va essayer de trouver, en général, quand quelque chose tique, la maman nous dit, ah oui, c'est vrai, il vomit tout le temps. Donc là, on lui dit, bah, écoutez, madame, essayez de donner un peu moins. Donner une quantité moins, mais peut-être plus de fois par Plus jour. régulière? Et voilà, plus régulièrement. Et c'est comme ça qu'on adapte et les mamans sont assez réceptives. D'accord, ça marche. Et Ouais, ouais. donc, au niveau des selles, tout ça, vous surveillez ça? Le Oui, ouais, ouais, transit? ouais. Voilà, on demande vraiment toutes les questions au niveau du transit, au niveau du sommeil aussi. C'est vrai que la première consultation, et même toutes les autres consultations, on veut vraiment avoir une image un peu de comment est l'enfant Global. à la maison. Est-ce qu'il y a une fratrie? Est-ce que qui garde l'enfant à la maison? Qui prépare les biberons? Parce que parfois, nous, on a vraiment beaucoup de familles où il y a énormément d'enfants et parfois, c'est le plus grand qui va faire le biberon et on se rend compte que bah, l'enfant, il ne sait pas forcément. Donc, on essaye aussi de voir avec la maman, lui expliquer l'intérêt d'une préparation d'un biberon bien fait. On revoit aussi le nettoyage. On a des feuilles aussi avec les préparations. Donc, on essaie vraiment de transmettre un maximum. Après, à Saint-Laurent, ce qui est important, c'est, ce qui est spécifique aussi, c'est parfois la barrière de la langue, parce que si tout le monde ne parle pas français, donc quand on a une collègue qui peut être une ressource, on va l'appeler, elle va expliquer, parce que parfois, quand on nous explique une chose dans notre langue maternelle, ça va mieux passer. Et Oui. pour l'alimentation, ce qui est intéressant, c'est que bah, nous, on ne va pas dire à une maman donner des brocolis, des trucs comme ça. Il n'y a pas ça ici. On va chercher vraiment les ressources d'ici, patates douces, manioc, dachine, potiron. On va vraiment essayer de valoriser aussi l'alimentation sur le territoire pour vraiment voilà, il ne faut pas qu'on arrive avec nos trucs tout faits, machin, voilà, il faut vous donner des carottes, des pommes de terre et tout. Non, on dit, bah, qu'est-ce que vous avez chez vous? Souvent, ils ont des petites plantations. Et ouais, c'est vraiment comme ça qu'on vérifie tout ce qui est alimentaire et tout ce qui est transit. D'accord, ok. Est-ce Euh, que pour les mamans qui écoutent, tu as une fréquence de sel, par exemple, pour un bébé qui est au biberon à nous donner? Enfin, est-ce que tu as j'ai pas vraiment vraiment un nombre, j'ai pas vraiment une fréquence, mais je vais lui dire, je vais lui demander combien de fois pour avoir une idée. Est-ce qu'il fait au moins une selle une par fois? jour? Ouais, tout à fait. Et est-ce que quand il ne fait pas, comment est son ventre? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est quoi? Exactement. Comme ça, au moins, elle a quelques repères. Mais les mamans, en général, s'inquiètent quand le bébé soit fait trop de diarrhée ou soit quand il ne fait pas caca. Donc Il ça, fait pas c'est... caca, ouais. Ouais, ça, les mamans, c'est quand même un des signes qu'elles nous disent, il est constipé. Et finalement, leur définition de constipé, c'est pas vraiment constipé, mais elles sont quand même sensibles au niveau du Au transit. transit. Ouais, Ouais, ouais. génial. C'est vrai que ça, c'est quelque chose à surveiller justement quand Ah ouais, ouais. on a une alimentation artificielle, parce que le transit n'est absolument pas le même. Et c'est pour ça que je te demandais. Et Ouais, effectivement, ouais. tout ce qui est ballonnement, ça va aider, la crispation du ventre. Est-ce que tu pourrais, par exemple, donner quelques signes de ce que c'est un bébé algique? Parce que quand on est constipé, vraiment constipé, son bébé, en fait, il a mal. Est-ce Mhm. que tu pourrais nous dire comment un bébé algique, selon toi, juste pour qu'on les mamans puissent savoir. Enfin, j'ai quelques notions, hein, mais je te laisse. Ouais, ouais. Ben, un bébé qui est douloureux, il va quand même gesticuler un peu dans tous les sens. Quand on va toucher son ventre, il peut faire un geste un peu je sais pas comment dire, un peu évité. Au niveau de la grimace, il va peut-être pleurer plus souvent. Il trouve pas de position confortable. Et Confortable, puis, tout à on va fait. voir c'est le comportement qui est inhabituel qui va nous dire aussi que est-ce qu'il aurait pas mal? Donc, ouais, c'est plutôt ces signes-là. Il pleure, il se tortille.
Et puis si, par exemple, au niveau alimentaire, on voit qu'il n'a pas fait de selle depuis plusieurs jours et qu'on voit le ventre, ouais, ça peut nous dire que notre enfant a mal. Ouais, ouais. Mm. Et donc en général, ces diminutions transit de d'aliments, vous faites quoi, la quantité? Qu'est-ce que tu peux conseiller justement à ces à mamans qui ont des enfants qui se tortillent comme ça avec des coliques? Alors c'est vrai que les coliques, ouais, ça c'est un grand, c'est très dur pour les mamans. C'est vrai que on peut d'abord voir par rapport à la vitamine, parce que il y a certains facteurs qui peuvent aggraver. Là, en Mm. ce moment, on voit que le Zimadé, voilà, l'essence d'orange, l'extrait d'orange, fait que parfois ça peut aggraver les coliques. Donc peut-être Oui, voir tout à fait. voilà, voir pour remplacer ça. Après, si c'est le lait, voir peut-être changer de lait transitoirement pour voir s'il le tolère mieux, si ses selles s'améliorent. Après, je dirais beaucoup de portage et de massage, hein, parce que c'est vrai que les Mm. mamans, elles sont démunies face aux coliques, mais faut pas qu'elles disent que quand elles le portent, ça ne fait rien. Non, ça lui fait du bien à l'enfant. Il voit quand, Mm. même si j'ai l'impression qu'il pleure tout le temps, mais il sent que ah bah maman, elle me porte ou papa me porte. Mm. Maman fait des choses, je pleure, maman, elle s'agite autour de moi, Ouais. elle essaye de me calmer. Et ça, c'est déjà quelque chose. Même si l'enfant ne va pas s'arrêter de pleurer, mais rien que le fait que vous le portez, vous le touchez, ça déjà, c'est très bien. Donc, vous inquiétez Ouais, pas. ça joue vraiment sur la théorie de l'attachement, hein, et ça, c'est vrai Exactement. que c'est l'une des bases, le portage. Et souvent, voilà, le massage, c'est pas mal aussi. Je sais que souvent, je conseille aux mamans, quand les enfants ont des coliques, de pas hésiter à masser le ventre avant la mise, enfin Ouais, l'alimentation, parce ouais, que ouais, ça ouais. leur pose et Oui, ça oui. limite la sensation de lutte, parce qu'ils vont se dire, ça y est, je vais manger. Et Exactement. leur cerveau de tout petit enregistre déjà la sensation douloureuse qui va suivre Qui va. Ouais, derrière, ouais, ouais. derrière l'alimentation. D'accord, ça marche. Et je sais qu'on a eu une question sur l'allaitement. On va parler d'allaitement et Ah, puis après on ça répondra aux marche. questions. Il y aura absolument pas de souci. J'ai vu une Pas de maman souci. qui en a posé une. Donc ça, c'était pour le petit bébé et le sommeil. Est-ce que tu as remarqué si le sommeil, enfin, je sais déjà aussi un peu, mais le Mhm. sommeil d'un enfant qui est au biberon, comment est-ce que lui, comment est-ce qu'il dort? Qu'est-ce que tu as pu remarquer et est-ce que tu as des petites astuces à nous donner, justement, à donner aux mamans qui écoutent Alors, par rapport au sommeil, après que ça soit l'enfant allaité pour le coup ou pas allaité, Oui. c'est vrai que bon, les 3 premiers mois, c'est vrai que le cycle est vraiment, c'est manger, dormir, voilà, il y a les phases d'éveil sont très diminuées. Et puis à partir du troisième mois, on voit qu'il commence à avoir un cycle où il voit un peu jour et nuit. Moi, je dirais, voilà, dès que l'enfant il a des signes de sommeil, il est fatigué, il faut le coucher, essayer d'avoir un peu les mêmes rituels. Si c'est le doucher, ensuite lui donner le biberon ou l'inverse, enfin, trouver sa petite routine et que ça soit dans le calme, qu'il voit que bah, ça va être le moment du coucher. De se La coucher. journée, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'activité, faut qu'il sente que c'est la journée et la nuit. Peut-être avoir un rituel spécial qui va vraiment lui permettre de s'endormir. Et, euh, et comme ça, ben, l'enfant, il va rentrer dans son sommeil, il va savoir que, ah, ben là, changement d'ambiance, etc. Mm. Et puis, quand c'est un enfant allaité, ben, en général, il va s'endormir au sein, ce qui n'est pas problématique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans, ça les inquiète. Ouais. C'est tout à fait normal que l'enfant dorme au sein, hein. À travers le sein aussi, il y a des hormones, les hormones du sommeil aussi qui passent. Donc, c'est normal que Exactement. l'enfant, il est pouf, tout de suite endormi après le sein. Et non, il faut se faire confiance. Après, c'est vrai que je sais que c'est très fatigant. Donc, ça met du temps. Après, s'il y a vraiment un réel problème, un enfant qui n'a pas des phases de sommeil, moi, je conseillerais de consulter. Il ne faut pas se dire, bah, un enfant, ça ne dort pas, donc je reste comme ça. Si vous Mm. constatez Ouais. vraiment que l'enfant, il ne fait jamais des phases de sommeil, alors qu'il est quand même avancé d'un certain âge, il a 6 7 mois, il dort que 15 minutes, il se réveille tout le temps, là, il y a quand même un problème Mm. à poser. Donc, n'hésitez pas à voir des professionnels formés qui vont vous aider pour le sommeil. Oui, Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a des petits et des gros dormeurs, mais les enfants arrivent à faire quand même des cycles de 3 heures, 4 cycles au Voilà. moins quand ils sont.
Ouais, Ok, ouais, ça marche. Et donc, on va parler du bébé allaité, donc oui, de l'allaitement. Et je sais que, enfin, c'était souvent, enfin, en salle de naissance, c'est souvent ouais, assez impressionnant quand un nouveau-né vient de naître et qu'on le pose. Tu sais, il y a des vidéos qui circulent souvent là sur Internet aussi. C'est très intéressant à voir. Il y a une Sacha Ingrid Bayo qui écrit dessus aussi. On pose le nouveau-né comme ça sur le ventre et il va ramper pour aller trouver le sein. Comme quoi, c'est ouais, déjà ouais. quelque chose Ah ouais, qui c'est fou, hein. et il va le trouver et donc on capte vraiment qu'il y a tout au niveau du sein, tout ce mécanisme-là qui est là. Donc comme c'est quelque chose qui te passionne aussi, je vais te laisser nous parler donc du sein et puis ensuite de l'allaitement justement. Qu'est-ce qui fait que l'enfant en fait est déjà dès la naissance, tu vois. Enfin moi je trouve ça impressionnant, Ah ouais, ouais. déjà capable d'aller trouver le sein de sa maman. Bah oui, bah c'est vrai que déjà même in utero, on voit que le bébé, il arrive à, il a le goût hein, du liquide Mm. amniotique, hein. On voit que le goût, il est déjà prêt. Et même moi, j'avais vu en néonate, alors c'est vrai que la succion, enfin, la succion, c'est quand même quelque chose qui est acquis environ Oui, à tout à fait. 34 semaines d'aménorrhée, hein. Nous, on le voit Mm. en néonate, à partir de 34 semaines, on voit que c'est mature, c'est-à-dire que le bébé, il sera téter, déglutir, respirer, tout ça en même temps. Alors que Mm. chez les prémas plus petits, ils vont arriver à téter un petit peu, mais ils vont peut-être Mais plus ça reste. s'épuiser et puis ça, voilà, Exactement. ils n'arrivent pas à déglutir tout ça. Mais c'est vrai pour un Mm. bébé qui est né à terme, À terme. ouais, il va faire ça instinctivement et il va bien le faire s'il n'a pas de problème au niveau oral. Du Et palais. Mm. c'est ça. Et c'est vrai que par rapport à l'allaitement, moi, en tout cas, ce que je dirais aux mamans, c'est en amont, c'est bien de s'informer. C'est vrai Mm. que l'allaitement, comme je dis, c'est naturel, mais c'est pas inné. Il y a des choses qu'il faut Non. apprendre. C'est pas facile du tout. Pour certaines, c'est même, je disais, le parcours du combattant, parce que ben, Mm. si elle accouche prématurément, ben, du coup, il faudra qu'elle tire, Oui. il faudra que voilà. Mais pour une maman qui est née, même son enfant qui est né à terme, en maternité, si elle n'est pas bien accompagnée, déjà elle part avec un petit problème de base. Et c'est vrai que souvent, quand l'enfant prend pas beaucoup de poids, enfin, moi, beaucoup de mamans m'ont dit, hein, prend pas beaucoup de poids, bah, tenez, on vous donne un biberon, comme ça, il va prendre du Ouais. poids. Et si on veut allaiter, c'est un peu problématique. Alors, si l'enfant il a vraiment besoin d'être complété, on peut proposer à une maman de tirer son lait. Ça aura déjà l'avantage aussi de stimuler sa lactation. Exactement. Ouais. Et elle On pourra donner propose. son propre lait, donc c'est assez Ouais. valorisant. C'est vrai que du côté aussi professionnel, il y a beaucoup de gens malheureusement qui n'ont pas été formés à l'allaitement. Il y en a qui sont demandeurs aussi, hein, sans vouloir aussi diaboliser les collègues. Maman correctement. Donc ça fait déjà un début, tu vois, un début d'allaitement qui peut être difficile hein, pour Oui. certaines femmes. Et puis, moi, j'ai pu remarquer que une femme qui a des difficultés en allaitement, elle n'ose pas demander de l'aide. Ça, je ne sais pas Oui. pourquoi. Elle n'ose pas aller voir des professionnels, ce qui fait que elle est en difficulté toute seule et puis elle cherche des conseils à gauche à droite et puis on lui dit finalement peut-être t'as pas assez de lait et finalement son projet ne va pas aboutir. Donc moi je dirais dès que vous avez une difficulté, il faut pas hésiter à demander de l'aide, aller en PMI, à voir, il y a des consultantes en lactation, des Oui. consultantes qui Ouais, il disent y en a, c'est voilà, clair. il y a un annuaire. Donc moi voilà, je dirais aux mamans déjà si vous avez une difficulté, il faut pas hésiter. Et si ça se passe bien, franchement, c'est génial. Hein. Franchement, honnêtement, c'est vrai que c'est fatigant, hein, parce que quand le bébé aussi, il a des pics de croissance, où il tète sans cesse, ça aussi, c'est une notion que si la maman ne le sait pas, elle va dire, peut-être mon lait, il n'est pas assez bien. Et faut que j'arrête d'allaiter. Donc, je pense qu'il faut vraiment se renseigner, ne pas hésiter à se faire accompagner, même quand ça va bien, hein, pas forcément quand c'est qu'il y a des Oui. problèmes. Et je pense qu'elles auront tout ce qu'il faut pour bien allaiter, ouais. D'être bien entourées, de se faire écouter et voilà. Mm. C'est vrai que l'écoute et une présence même qui valorise ce qu'on fait, comme tu dis, c'est déjà énorme parce que
Enfin, Ouais, ouais, même si on le fait bien ou pas bien, c'est bien d'être valorisé et d'être accompagné, d'avoir les informations nécessaires. Donc, il y a une maman qui posait la question, je ne sais plus son oui, nom, alors c'était Coco, mais voilà, elle demandait, alors on ouais, nous a posé les positions pour allaiter et il y a une maman qui a dit, est-ce qu'il faut préparer, elle a 7 mois de grossesse, elle nous demandait ouais. s'il fallait préparer son sein. Donc, Alors, par rapport, bon, on va faire dans l'ordre, comme elle est enceinte. Moi, c'est vrai que pour moi, hein, il n'y a pas vraiment de préparation à faire hein, au niveau de la poitrine, parce que c'est quand l'enfant va naître qui va téter. Après, il y a des mamans qui ont du colostrum qui sort un petit peu en fin de grossesse. Ce n'est pas mm, grave du tout, hein. Faut pas s'inquiéter. Mais non, non, la poitrine, elle sera prête quand l'enfant va arriver. Et c'est la succion du bébé qui va faire qu'il y aura une production de colostrum et ensuite la montée de lait et qu'il y aura du lait. Et oui, par rapport aux positions d'allaitement, justement, j'ai fait une vidéo sur ça parce que c'est vrai que les mamans sont un petit peu perdues, hein. On entend toutes les mm, positions, la donne, ballon de rugby, etc. Mais au final, il faut trouver la position qui nous convient. Et d'abord, faut bien s'installer pour allaiter, en fait. Moi, je dis toujours aux mamans, vous vous installez correctement, vous mettez le coussin, le coussin, etc. ouais. Et ensuite, vous ramenez le bébé au sein. Parce que au moins, quand vous êtes bien installé, l'enfant il peut téter X temps. Alors que si le bébé il pleure, pleure vite, vous vous mettez comme ça et puis Oui, pendant ouais. 20 minutes. Et Saint-Gest, c'est les répéter au moins plusieurs fois par jour. Mm, Dans la journée et tout, à la fin, vous aurez le dos totalement bousillé à cause de l'allaitement. Donc, il ne faut vraiment pas lésiner sur l'installation d'abord, plutôt que chercher quelle position est la meilleure. La position qui mm. sera la meilleure, c'est celle où vous n'aurez pas mal dans votre corps et sur le mamelon finalement. Donc, toutes les positions sont bonnes tant qu'elles ne sont pas douloureuses. Oui, exactement. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a vraiment à utiliser les coussins pour vraiment se caler, parce que souvent la Ouais, maman se retrouve comme ça. Et tu parlais de ce que cette posture peut entraîner, mais elle va aussi favoriser les troubles du transit. Toute la maman qui est courbée, qui a le transit exactement. cassé, et puis elle vient d'accoucher, elle a le ventre qui est pas encore, les intestins pas remis, l'utérus vraiment pas encore. Et donc, toutes les positions, vous allez vous retrouver courbée à laisser le bébé complètement tété, ça va pas faciliter aussi Ouais, ouais, pour la oui, maman voilà, la récupération énergétique. Pour la préparation des seins, effectivement, tu parlais du colostrum. Je sais que souvent nous, des fois, on conseille à des mamans qui ont déjà en fin de grossesse le téton qui devient très sensible parce que ah, forcément oui. ça avance. Souvent, on conseillait de faire un tout petit peu, de le laisser sortir et de Ah, masser d'accord. autour. Ouais, ouais. Ça, souvent, je sais qu'on conseillait ça aux mamans pour préparer le mamelon parce que c'est, enfin, je ne sais pas toi, mais les premières tétées sont assez costauds. On a envie de monter au plafond comme ça tellement ça fait. Enfin, donc souvent moi Surprenant, c'est j'avertis surprenant. voilà, c'est surprenant, c'est un réflexe de succion assez fort et puis après souvent on a des toutes petites crevasses, même si c'est pas des grosses crevasses qui arrivent parce que c'est tellement stimulé par l'enfant. Donc, enfin, voilà, moi je dis toujours aux mamans qu'au début c'est pas youhou. Oui, c'est Euh, vrai, hein. Et puis avec la montée de lait, enfin, quand on a ces montées de lait, du coup, pour que l'enfant, lui, il accroche, le sein est plus tendu, donc il va téter très fort. Et c'est vrai que les premières suctions, comme tu as dit, on est là, ah! Mais ouais. normalement, si c'est un moment qui est douloureux, c'est de que à ce moment-là. Moi, j'insiste souvent, je Ouais, dis, c'est vraiment les premières suctions qui doivent quand même, sont un petit peu douloureuses, hein, parce que le sein est tendu et le bébé, il a faim. exact. Mais Ouais. sinon, après, à force que le sein s'assouplit et que si la position est bien, il prend bien le mamelon plus l'aréole, normalement, on ne doit pas avoir mal. Mm. Oui, exactement. C'est vraiment le début de la succion parce que forcément c'est un endroit qu'on touche pas souvent, le sein. Le bruit chez moi. Ah, c'est ça. Je me suis dit mais c'est quoi ce bruit, le tonnerre là? Ah ouais, 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 ouais. La pluie va arriver comme c'est balèze. Excellent. Et ouais, donc oui, oui, effectivement, la succion au début, elle n'est pas efficace. Donc, si tu as des petits conseils à donner pour tout ce qui est crevasse, voilà, enfin, n'hésite pas à partager pour justement les mamans qui sont Ouais. Bah alors, je dirais aux enceintes. mamans, dès que vous voyez qu'il y a une crevasse, il faut vraiment agir. Je vous dirais d'aller voir un professionnel qui va, en général, la crevasse, c'est la mauvaise position de la bouche du bébé sur le sein.
Et en voyant un professionnel qui va corriger, il n'y aura plus la crevasse. Donc, il faut, corriger la position et mettre aussi des crèmes qui vont aider à la cicatrisation. Mm. Mais le simple fait de mettre des crèmes ne va pas aider parce que finalement, vous mettez, mais l'enfant il Oui, continue à mal tout à téter fait. et à vous faire la cicatrice. Donc, c'est très important de voir quelqu'un qui va revoir la position. Et Mm. ensuite, vous mettez la crème et comme ça, c'est une double action et au moins les crevasses pourront partir. Ouais, c'est ça que je Mm. dirais, une petite astuce. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et nous, enfin, on est à fond ici. On fait souvent des pansements de lait, tu sais. Ah oui, Euh, le lait, ouais, maternelle, ouais, voilà. ça très bien, ouais, On fait effectivement. souvent ça, pansement de lait maternel. Et parfois, enfin, le chou aide aussi, comme ça a une Ah, propriété anti-inflammatoire pour pour, l'engorgement, ouais. Ouais, voilà. c'est souvent pour Donc, l'engorgement. d'accord, oui, bah oui, tout à fait. Est-ce que tu as du coup, bah, tu peux nous donner des petites, enfin, c'est très bien, Ouais. Des des transitions toutes petites, faites. ouais, c'est ça, Ouais, des bah, c'est vrai petites, que l'engorgement, c'est très impressionnant. Donc moi, je dirais aux mamans, si vous avez les seins engorgés, n'hésitez pas à prendre une douche avec oui, l'eau chaude qui passe, parce que le chaud va aider à l'expression du lait. Puis exact. vous terminez par vous masser un petit peu autour comme ça, voilà. Et puis vous finissez par de l'eau froide, comme ça ferme un petit peu les canaux. Si vraiment, Exactement. l'idéal c'est que bébé tète pour que vous soyez soulagé. Si bébé n'est pas là, n'hésitez pas à utiliser le tire-lait, mais vraiment le tire-lait pour un petit peu vous soulager. Il ne faut pas Mm. totalement vider le sein, parce que sinon après, ouf, ça revient. Donc Ouais, quand on a les seins exactement. Mm. engorgés, on tire un petit peu pour assouplir, mais on ne le vide pas totalement. Et Mm. puis, ouais, un petit peu de froid, mais pas trop glacé, il ne faut pas vous brûler la peau. Mais ouais, un petit peu de chaud pour faire sortir, ensuite du froid pour fermer les canaux, faire téter bébé, et puis un petit tire-lait pour exprimer un petit peu le lait qui est en trop sans vider. Et puis le chou, comme on en a parlé, mettre le Mm. chou, c'est aussi des propriétés anti-inflammatoires. Si vous avez de la fièvre ou quoi, vous pouvez prendre du paracétamol. C'est pas contre-indiqué avec l'allaitement. Et puis, de Mm. toute façon, bon là en ce moment, je sais pas si c'est toujours d'actualité par rapport aux anti-inflammatoires et le Covid. Je sais pas si c'est Ouais, toujours interdit. ouais, Mais ouais, ouais, donc avant on proposait ça, mais c'est vrai qu'avec le Covid, bon, vaut mieux prendre du paracétamol et puis parce qu'il y en a très peu qui passent dans le lait, c'est vraiment pas nocif pour l'enfant. mm. Donc voilà Oui, ce que oui, je oui. dirais. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est vrai que aussi il y a l'expression manuelle qui marche aussi pas mal. Si Ouais, on n'a très pas bien. de cirelet, vous pouvez vraiment aller s'il y a des enfin toilettes, une douche, aller comme elle disait justement la Tiffany, presser de part et d'autre. Vous trouvez même des vidéos dessus sur l'expression manuelle Oui, ouais, 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 et ouais. ça aide, ça évite de tirer le lait. Enfin si on peut pas parce qu'on n'a pas de, on est quelque part, on peut pas tirer ou faire autrement de pas hésiter à utiliser l'expression manuelle. Après, il y a aussi l'alimentation qui joue dans l'allaitement. Oui. Je pense que ouais, par rapport à l'alimentation, il y a beaucoup de mamans qui, comme pendant la grossesse, il y a certains aliments qui sont interdits, se demandent si pour l'allaitement c'est pareil. Et en fait, moi, je vous dirais, ça dépend de comment réagit votre enfant. Par Ouais, exemple, il y a des mamans qui vont dire, dès que je bois du jus d'orange, mon enfant il a mal. Bah, arrêtez tout simplement. Si vous voyez que ça ne fait pas du bien à votre enfant, mais il n'y a pas d'aliments vraiment interdits, même le piment, etc. Si vous mangez du piment et que l'enfant il va bien, bon bah continuez. Il n'y a vraiment pas d'interdit. C'est vraiment par rapport à votre enfant, comment lui il est, comment il réagit. S'il ne fait pas de réaction allergique, ben il n'y a pas de souci quoi. après, c'est vraiment aussi nous, hein, la tolérance. Je veux dire, c'est déjà une maman qui Voilà. sait que elle va manger un aliment et que derrière, elle est ballonnée, elle est fatiguée. L'enfant, finalement, avec ses intestins tout neufs, lui aussi, il va réagir beaucoup plus justement à l'aliment. Donc, après, c'est vrai que moi, souvent, je propose aux mamans, si elles veulent vraiment se faire plaisir avec des aliments qu'elles savent que c'est pas très, ça passe pas, de le faire entre les deux tétés. Ça Ouais. permet justement d'aider, d'aider pour ça. Après, je sais qu'en période inflammatoire, quand une maman me dit que là, elle est très fatiguée ou que par exemple, elle a le sein tendu, je vais vraiment conseiller d'aller vers du chaud, tout ce qui est chaud, tout ce qui est bien cuit pour faciliter la digestion.
Et nous ici, enfin, limiter le fromage parce qu'on sait que ça, enfin, là, il y en a pas en Guyane, mais on sait que tout ce qui, enfin, si, vous en avez quand même, je pense, du Ouais, ouais, fromage. ouais. Mais c'est Ouais, super cher. ouais, ouais. Non, mais il y a certains aliments, comme tu dis, selon la tolérance de la maman, Ouais. faut qu'elle voit quand est-ce qu'elle va manger ces aliments-là, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'en général, moi je dirais qu'il n'y a pas d'interdit. C'est juste observer votre bébé et puis en fonction, ben, vous adaptez son alimentation quoi. Mm, mm. Ouais, je vais regarder s'il y a une autre question. Non, c'est bon. Donc ça, tu me dis hein, si tu as des trucs que tu as envie de... Parce que je sais que c'est Ouais, je suis en quelque train de me chose... dire, est-ce que j'ai rien oublié? Non, je pense pour l'allaitement, non, pour l'allaitement, pour l'instant, j'ai tout dit. Ouais, non, ouais, là, ça me vient pas de trucs, on a un peu abordé la question, un peu tout, ouais. Ouais, ouais, non, là, Alors la diversification. Donc on a ces deux enfants-là. Vous diversifiez, vous conseillez à partir de quel mois? Ben, nous, après, nous, dès qu'on a un enfant qui prend le biberon, et que je le vois à ses consultations, il a 4 mois et demi, je peux lui dire bah, de commencer. Je lui demande déjà, est-ce que votre bébé, quand vous mangez, il s'intéresse? Il dit, ah oui, oui, il bouge sa bouche. Donc je lui dis, bah, c'est qu'il est prêt. Donc vous lui donnez des petites cuillères sans forcer, texture lisse, hein, vraiment purée, plus donc un féculent, plus un légume, sans sel, sans assaisonnement, pardon. Vous lui Hmm. donnez quelques cuillères sans forcer et vous voyez comment il réagit. Vous donnez ça pendant 2, 3 jours et vous changez. Et en fait, c'est comme ça que j'ai introduit la diversification. Vous changez de légumes, vous donnez des fruits, vraiment en texture lisse. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas de notion par rapport à la DME, donc diversification menée par l'enfant. Mais Oui. s'il y a des moments qu'on ce projet-là, là, dans le live, n'hésitez pas à avoir des professionnels qui le font. Comme ça, vous pourrez faire aussi ce moyen-là de diversification. Et moi, voilà, par rapport aux mamans, je leur dis, voilà, est-ce que l'enfant est prêt? Après, ici, les mamans vont vraiment au feeling. Hein. C'est pas, elles attendent les 6 mois de l'enfant, même s'il est allaité. Moi, si une maman, son enfant il est allaité, elle a commencé à être diversifiée à 5 mois, bon, bah, c'est pas grave. On sait que dans les débuts, Oui. l'enfant, le lait reste l'aliment principal et qu'il va vraiment goûter que des petites cuillères. Il va pas vraiment manger une Hmm. quantité tel un repas. Astronomique. Hmm. C'est ça. Donc, même si c'est recommandé, si la maman, elle a déjà commencé, je ne vais pas lui dire d'arrêter, quoi. Donc, je respecte vraiment aussi ce qu'elle est en train de faire. Si je vois que ça ne met pas en danger l'enfant et que l'enfant, il est vraiment prêt, donc je leur dis de changer d'aliment. Et puis, on se voit déjà pour la diversification. Et durant ce temps-là, je vais la revoir, par exemple, si je la vois à 5 mois, je vais la revoir à 7 mois au moment de l'introduction des protéines. Et puis, on va parler de ça, etc. Ensuite, je peux le revoir à 8 mois pour lui dire de Hmm. mettre le yaourt. Donc, on a vraiment un suivi quand même par rapport à la diversification qui nous permet d'avoir un regard et la maman, à chaque fois, elle réajuste en disant ah, Ouais. mais mon enfant, il n'a pas trop d'appétit ou il préfère telle ou telle chose. Et puis on lui dit bah voilà, on essaie de donner des petits conseils et voilà quoi. Voilà un peu par rapport à la diversification. Ça marche, ouais. Donc tu as donné les phases des mois, donc ça c'est pas mal. Comme ça, j'allais te poser la question, mais tu les as donnés, donc c'est nickel. Et je crois qu'il y a une maman qui dit, est-ce qu'on doit boire de l'eau minérale pendant l'allaitement? Euh, On peut boire ouais. tout type d'eau, hein, même gazeux. Enfin, il faut se dire que, en fait, il faut s'hydrater normalement. Après, c'est vrai qu'on dit souvent ce qu'on mange, ce qu'on boit, c'est ce que l'enfant reçoit, mais Ouais. c'est pas texto. Hein. Si on boit de l'eau gazeuse, le lait, il n'aura pas un goût gazeux ou quoi. Hein. Il faut s'hydrater normalement. Et si c'est l'eau minérale ben, qui vous convient, voilà. Après, il faut bien s'hydrater parce que ça donne très soif. Hein. C'est vrai que Oui. moi, je ne pensais pas, mais moi, dès que je finissais pendant l'allaitement, j'avais tellement soif, j'avais même faim. Donc, franchement, les mamans, ayez une petite bouteille d'eau à côté de vous, Ouais. des petits fruits secs, des choses comme ça, parce que franchement, ça prend dans nos réserves. Hein. L'allaitement, Oui. franchement, ça, j'aurais pas pensé, mais en même temps, c'est normal, quoi. Enfin, la fabrication du lait, la production du lait. Donc, Hmm. alimentez-vous bien, hydratez-vous bien pour être vraiment en forme
pour l'allaitement. Et aussi, je pensais par rapport aux besoins de l'enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans, euh, quand l'enfant naît, on leur fait beaucoup de réflexions par rapport au portage, qui portent Oui, leur tout à fait. enfant, etc. Et moi, c'est vraiment un truc que j'essaye en consultation de dire aux mamans, écoutez, votre enfant, il a passé 9 mois dans votre ventre, il a entendu Hmm. votre voix, il était bercé dans le liquide amniotique, il entendait les battements de votre cœur, il ne connaissait pas la sensation de faim. Et la naissance, Ouais. c'est quand même brutal. Et d'un coup, il dort dans un lit, il est froid, les vêtements, il a faim, il ne comprend pas ce qui se passe. Et il faut lui laisser le temps d'atterrir. Il faut le porter, en fait. Le porter, c'est la continuité. Il a besoin de ça, en fait. C'est vital. De toute façon, même on parlait de l'attachement, tout ça. L'enfant, Oui, tout à fait. il peut pas se construire tout seul. C'est vital que les parents s'intéressent à lui, qu'ils fassent Et des le gestes porte. affectifs qui Hmm. le portent. Et j'aimerais Hmm. vous dire qu'un enfant va jamais mourir de l'amour qu'il va recevoir de ses enfants, donc de ses parents, pardon. Donc, franchement, portez votre enfant. Hmm. Ce ne sera pas un enfant capricieux, parce que déjà, le caprice, la notion de caprice, ça veut dire qu'on peut manipuler l'autre. Et ça Ouais, n'apparaît tout à qu'à fait. 4 ans, 5 ans. Donc, un bébé qui a 10 jours, s'il pleure parce qu'il a envie d'être porté, c'est pas de la Hmm. manipulation. C'est parce que le pleur, c'est son seul moyen De d'expression et communication, tout de à fait. communication. Le pleur veut tout dire. J'ai fait caca, j'ai fait pipi. Ah, j'ai mal au ventre, maman, porte-moi. Ah non, quand tu me portes comme ça, j'aime pas. Mais c'est vrai, comme on a associé au pleur, ah, mais je t'ai changé, je t'ai machin, pourquoi tu pleures? Mais l'enfant, en Ouais. fait, c'est pas juste un tube digestif, hein, c'est un aide de contact, etc. Et du coup, c'est vrai que les parents se disent, ah ouais, mais dès que je le porte, il pleure plus. C'est normal, il se sent en sécurité auprès de Ouais. ses parents. Et c'est tout à fait normal. Donc, portez à fond vos bébés. Ils sont pas capricieux à cet âge-là, ils ont juste besoin Non. de... Non, non, et puis oui, le portage, comme tu dis, c'est quelque chose qui est super important. Là, c'est revenu là en Occident, mais on voit bien, tu vois, on parle beaucoup du mois d'or, du fait qu'il faut que la maman reste se reposer avec son bébé. Mais Voilà. quand on est dans ces endroits où le mois d'or est pratiqué, on voit bien que les femmes, quand elles retournent sur une activité sociale, elles portent tout le temps leur bébé. Elles l'ont Bah, au dos, par exemple, en Afrique, ou toujours oui, porté. Et c'est vrai que nous, souvent, on se dit, ah, c'est le mois d'or. Maintenant, on est vraiment vers cette notion de mois d'or. ouais, Mais après, ouais, on ouais. oublie tout le portage. On se dit, c'est bon, le mois est fini. Allez, hop. Mais non, enfin, non, Ah, il ouais, dure. ça. Mais Et c'est tout. le portage est hyper important. Et dans les besoins du nouveau-né, effectivement, comme tu expliquais, il était dans un cocon où tout était servi. Il n'y avait pas à lutter pour avoir, il n'y avait rien à faire. Enfin, il avait à disposition à manger, à boire, enfin, tout ce qu'il voulait. Et l'hypothermie, c'est quelque chose, quand un nouveau-né vient de naître, souvent quand on... Oui, justement, j'allais parler de la nuit de la Java. J'allais aller vers ça. Ah, ouais. Cette fameuse nuit de Java où on a le bébé qui naît, il est bourré d'adrénaline, donc comme sa maman, il est complètement shooté, et les 24 heures, 48 heures après, il va aller dans un état un peu comme ça où il va être complètement excité. Et nous, souvent en pédiatrie, tu me diras un peu pour toi, pour vous là-bas, en fait, on était content quand on avait des bébés qui faisaient des bonnes nuits de Java parce qu'on se disait, bah, c'est super, ça veut dire il n'a pas froid parce que il est pas dans l'hypotonie parce que Ah, bah, il a ouais, froid, ouais, il ouais. n'arrive pas à se réchauffer. Et effectivement, un bébé qui manifestait sa présence, comme tu disais avec les pleurs, c'est leur façon de communiquer. On se disait, bon, bah, c'est bien, il est bien là. Ah, ouais, 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 c'est ça, hein, d'accord. Non, mais je connaissais pas ce terme-là, la nuit de Java. Déjà, tu m'as appris quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai que la tonicité de l'enfant, c'est quelque chose qu'on vérifie, hein. C'est vrai en maternité, je pense dès que l'enfant vient naître, on regarde un peu quel, enfin, qu'est-ce qu'il a, hein, au niveau de son comportement, ses mimiques, ses gestes, ses réflexes aussi archaïques, quoi, qu'il agrippe, tu vois, tout Ouais. ça, c'est vrai que c'est ce qu'on vérifie. Donc ouais, comme tu dis, à ce moment-là où il est un peu plus agité, je pense que ça montre vraiment que l'enfant il est en train de s'inscrire dans cette nouvelle vie là. Et puis Exact, ouais. donc voilà quoi. Mais après, euh, par rapport aux mamans aussi, il faut pas non plus trop stimuler l'enfant, quoi. Un excès de stimulation, ça va être Ouais. nocif, hein. De toute façon, l'enfant, on va voir, hein, il va pleurer, ou il va fermer les yeux, il va se détourner, ou voilà, c'est vrai que l'enfant, c'est un aide de contact, etc. Il ne faut pas non plus le surstimuler au point que il est en détresse et qu'il ne sache pas trop quoi Sache faire, plus. quoi. Mm.
Mm. Non, non, carrément. Bah, c'est super. Écoute, je regarde s'il y a d'autres questions. Si tu as encore des sujets, des choses que tu veux partager avec nous, n'hésite pas. Je vais regarder là. Non, c'est vrai qu'en ce moment, on est très dans, on redonne confiance un peu aux parents, hein, parce que je pense que après, c'est peut-être une approche française, hein. Je parle souvent avec Audrey, hein, une infirmière périnatale au Canada, et c'est vrai que Ah en oui. France, au niveau médical, c'est vraiment, bah, faut écouter le médecin, c'est comme ça. Alors qu'elle expliquait que elle au Canada, bah, une infirmière peut très bien ou une sage-femme peut lui dire, bah, tu vois, on a fait comme ça, et le médecin va être plutôt à l'écoute. Et c'est vrai que pour l'instant, en France, on est encore dans ce truc de toute puissance. Le médecin, il est là et le parent, il Mhm. s'écoute. Les parents, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de machin. Alors que nous, on dit souvent, mais vous êtes les premiers, en fait. Vous êtes les premiers à connaître votre enfant. Vous êtes les meilleurs observateurs. Et on a besoin de ça, en fait. Observez-le. Parce que c'est grâce à vos observations qu'on pourra vous aider si jamais il y a un souci. Et je pense qu'on doit vraiment, en tant que professionnel, ce rôle-là de soutien à la parentalité parce qu'il y a Mhm. vraiment des parents qui n'ont pas du tout confiance en eux, quoi. Ils vont chez le Non. pédiatre qui ressort en pleurs, comme si on leur avait dit qu'ils étaient les pires parents du monde. Mhm. Et je pense qu'on doit au maximum les soutenir, quoi. Je pense que c'est super important. Ouais. Ah oui, oui, tu as raison. C'est le mot, en fait, c'est ça. C'est que je pense que le professionnel, lui, il va avoir des résultats qu'il attend, le poids, ceci, cela. Ouais, Et le parent, derrière, comme tu dis, il a tout ce qu'il a mis comme effort. c'est ça. Et ouais, ça peut être très, très cassant, ça, redonner la Ah ouais, ouais, confiance. ouais. Ah ouais, ouais, Et, la confiance. euh, et heureusement que les PMI, ici en France, beaucoup de personnes n'ont pas recours au PMI. Moi, je sais que j'en conseille beaucoup quand les mamans accouchent, et même si ça se passe bien, je leur dis, bah, n'hésitez pas à vous référer à la PMI à côté de chez vous, ne serait-ce que pour peser le poids, discuter. Et c'est un soutien de proximité qui a été vite. Souvent, des fois ici, les personnes pensent que c'est que pour des personnes en grande précarité, alors D'accord. que Ouais, ouais, ouais. il y a un énorme réseau d'accompagnement. Enfin, moi, je trouve ça, pareil, tu travailles en réseau. Ouais, 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 on travaille vraiment en réseau. Et c'est surtout que après nous, pour le coup, hein, dans ma ville, c'est vrai que la PMI, la majorité des personnes qui viennent, elles sont en situation précaire. C'est vrai que, Mhm. voilà, c'est vrai que nous, on a quand même plusieurs populations. On a une grande communauté haïtienne. On a des Brésiliens. On a des gens qui viennent du Suriname. Donc c'est le pays qui est juste à côté de la Guyane, hein, côté ouest. Et du coup, bah, avec tout ce que bah, ça entraîne, hein, c'est vrai que bah, pour elle, le fait d'accoucher en France, c'est un espoir. Du coup, il y a un peu tout Ah ce oui. côté-là aussi. Ce qui fait que nous, par exemple, en Guyane, 30% des grossesses sont suivies en PMI, ce qui est énorme. Parce que Waouh. bah, les personnes qui n'ont pas de moyens, qui ont qu'un titre du séjour, qui n'en ont pas tout simplement, et bah, elles ont besoin, comme toutes les personnes, de, Oui. de, d'être suivies. Et du coup, même dans le suivi, on les a vraiment inclus. J'ai pas mon livre, j'ai un livre là que je veux montrer de grossesse à l'époque où j'étais enceinte de ma fille. Donc c'est un livre qu'ils ont fait comme ça, tu vois, et c'est de la Oh. grossesse jusqu'à l'allaitement. Et tu vois, je ne sais pas si donc là, on te parle un peu Ouais. de tout ce qui est autour de la grossesse. Bon, c'est à l'envers, mais le point que je voulais souligner, donc là, on voit tous les seins, etc., c'est que Hmm. Ah, excellent. tu vois, c'est Hmm. super. On leur dit comment tirer. Après, on parle des positions d'allaitement, le Ah, c'est tir-allaitement, pas mal, oui. Hmm. le biberon, et puis la contraception. Et puis, si tu regardes, bon, si tu l'as à l'envers, hein, mais c'est écrit en Oui, mais je vois français. les. C'est écrit Ouais. en français, D'accord. en créole du Suriname et en portugais, en fait, pour toutes les Ex- populations qui est là, tu vois. Waouh. Et c'est génial, ça permet vraiment quand même aux mamans de savoir un peu. Donc, tu vois, tu as la contraception. Et c'est vraiment un livre qui est super bien. Donc, moi, je l'ai eu pour ma première grossesse, parce que toutes les femmes l'ont. Et Tu as du couché coup, là-bas, du coup? Tu as comment? couché en Oui, Guyane? voilà, j'ai Ah accouché, ouais. ma fille a dit 1 an et demi. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça super, ce livre-là. Et puis, du coup, les sages-femmes, mes collègues, elles ont ça aussi à la PMI, elles le donnent. Et ça permet quand même aux mamans de comprendre dans leur langue et ça aborde vraiment tout, de la conception Ça, à bon, je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? Je déclare à la ça va se cave. couper dans 20 secondes, ça se coupe. Ah mince. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
On va dire au revoir, je pense. Bon, bah, au revoir et en tout cas, merci beaucoup, Mais Nina. merci à toi, Bien. c'était génial. Et puis, Merci pour les cœurs.